Imaginez vivre sous occupation ennemie pendant 11 années d'affilée. Pendant ce temps, certains de vos voisins ont fui, certains ont été tués, d'autres ont simplement disparu. Ceux d'entre vous qui restent ont été contraints d'envoyer leurs enfants dans des programmes de russification et évitent de parler ukrainien par peur d'être arrêtés et torturés. L'accès à la nourriture, à l'éducation, à l'emploi et même aux soins médicaux vitaux dépend désormais de l'acceptation d'un passeport russe et, par extension, de la citoyenneté russe. Environ 3 millions d'Ukrainiens vivent désormais derrière les lignes ennemies dans le Donbass, à l'est du pays, en proie au combat. Une région hantée par les bombes, les mines terrestres et les exécutions extrajudiciaires depuis l'annexion de la Crimée par la Russie. Si les négociations suivent leur cours actuel, cela pourrait devenir la réalité pour des centaines de milliers d'autres personnes. Un certain niveau de conflit armé est présent dans la région depuis 2014. La situation s'est aggravée depuis l'invasion de l'Ukraine, désormais concentrée sur cette région industrielle. Avec le dernier cycle de pourparlers de cessez-le-feu qui a abouti à une impasse, il était devenu clair que la chose que Vladimir Poutine veut le plus est exactement celle dont l'Ukraine peut le moins se passer, le Donbass. La proposition de cessez-le-feu des représentants russes demanderait à l'Ukraine de céder les territoires occupés par la Russie, ainsi que le reste du Donbass, que l'armée ukrainienne contrôle encore, et à quoi le président ukrainien Volodymyr Zelensky a essentiellement répondu « absolument pas ». Avec la pression des diplomates américains pour un cessez-le-feu, l'Ukraine pourrait devoir envisager ce qui était autrefois impensable. Les pourparlers de paix entamés à Abu Dhabi fin janvier et repris début février sont restés largement inconclusifs. Bien que les détails des différentes propositions discutées n'aient pas été rendus publics, voici ce que nous savons. Les États-Unis, dont les représentants ont servi de médiateurs lors des pourparlers, font pression sur Kiev pour qu'il accepte simplement les conditions et mette fin au combat. L'administration actuelle a été hésitante dans son engagement à fournir une aide supplémentaire à l'Ukraine au cours de l'année écoulée. Parfois, elle saisit les navires russes de la flotte fantôme de pétroliers ou suspend l'aide, tandis que les États-Unis ont cessé leur soutien militaire direct à l'Ukraine. Kiev dépend de choses comme le renseignement américain. Et il y a une inquiétude que Washington puisse interdire à l'Europe d'acheter et d'expédier des armes américaines si Kiev ne coopère pas. Les États-Unis ont suggéré qu'un accord pourrait être trouvé autour de la création d'une zone économique spéciale démilitarisée dans la partie de Donetsk encore contrôlée par les forces ukrainiennes. Cette bande de terre contestée de 40 km serait, en théorie, gouvernée conjointement par les États-Unis, la Russie et l'Ukraine. Les deux parties seraient tenues de retirer leurs troupes et de les maintenir à l'écart. Alors que Zelensky s'est montré favorable à l'idée, la Russie n'est pas satisfaite de cette perspective. Les responsables russes, de leur côté, ont présenté un plan appelé la formule Anchorage. Ils affirment que cette proposition a été convenue par Vladimir Poutine et Donald Trump lors de leur rencontre en Alaska l'an dernier. La Maison-Blanche, de son côté, affirme ne rien savoir de ce nom. Ce démenti, combiné à l'incompatibilité totale du plan avec les intérêts de l'Ukraine, l'indique. Le titre de la formule d'Anchorage vise à montrer la Russie comme ouverte aux négociations et à faire passer l'Ukraine pour l'obstacle à la paix. L'essentiel de la proposition russe est le suivant. En échange de la fin des combats, la Russie demanderait aux forces ukrainiennes de se retirer complètement de la région du Donbass, au-delà des frontières de Donetsk et de Louhansk, les provinces qui constituent la grande majorité du Donbass. Actuellement, alors que les forces russes occupent déjà presque la totalité de l'oblast de Louhansk, elles ne contrôlent qu'environ 75% de Donetsk. Pendant un cessez-le-feu, les lignes de front seraient peut-être officiellement gelées, mais il n'est pas difficile d'imaginer que si les forces ukrainiennes se retirent, les forces russes combleront volontiers le vide, cessez-le-feu ou pas. Cela signifie que ce plan, en réalité, remet simplement le reste du territoire et toutes ses fortifications à la Russie. Pour la plupart des Ukrainiens, ce plan est aussi impopulaire qu'une invitation à danser de Sergueï Lavrov. Les sondages d'opinion continuent de montrer que la majorité de la population ukrainienne reste opposée à un accord qui céderait des terres pour mettre fin à la guerre. Pour Kiev et la majorité du monde, les annexions russes restent illégales pour l'Ukraine. Céder au plan de la Russie signifierait perdre le rempart offert par les lignes de front bien fortifiées et récompenser l'agression de Poutine, sans aucune garantie de la sécurité continue du reste de la nation. Pour que ces pertes aient un sens, puisque Zelensky a affirmé être prêt à discuter d'un retrait mutuel des forces, sans capituler. Donetsk et Louhansk sans garantie de sécurité fiable. Et puisque le Kremlin continue d'insister, la seule résolution qu'il acceptera est l'incorporation de Donetsk et Louhansk à la Russie. Eh bien, il semble que nous soyons dans une impasse, n'est-ce pas ?
Et si l'on regarde l'histoire entre Poutine et l'Ukraine, il apparaît que la prudence de Zelensky n'est pas déplacée. À présent, l'Ukraine n'a aucune raison de penser que céder aux revendications de la Russie sur le Donbass empêcherait un futur conflit. En fait, pratiquement tout indique que c'est exactement le contraire qui se produit actuellement. Au cas où votre cours d'histoire n'aurait pas abordé les subtilités de la diplomatie post-soviétique, je vais vous donner un résumé très rapide des raisons à cela. En envahissant la Crimée en 2014, la Russie a violé le mémorandum de Budapest de 1994 qui, en résumé, était un accord interdisant à la Russie de menacer ou d'utiliser la force militaire contre l'Ukraine, la Biélorussie ou le Kazakhstan, en échange de l'abandon de leurs armes nucléaires. Pour tenter de mettre fin aux hostilités après l'annexion de la Crimée, la Russie et l'Ukraine ont signé le premier accord de Minsk. Notez bien, nous avons dit premier, car 4 mois plus tard, la Russie a violé le cessez-le-feu en envoyant de nouveaux soldats pour poursuivre les combats en janvier 2015. Après une lourde défaite en février, l'Ukraine a dû accepter Minsk II à des conditions défavorables. La Russie a ensuite violé à la fois le mémorandum de Slobodpest et les accords de Minsk avec son invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022. Ce n'est pas un bilan brillant, donc oui. Zelensky et les Ukrainiens n'ont aucune raison de croire que le Kremlin respecterait un cessez-le-feu, même temporaire. Et comme mentionné plus tôt, une soi-disant zone économique spéciale démilitarisée. Avec les forces russes à leur porte, les troupes ukrainiennes à quelques kilomètres et une vaste étendue de terre occupée juste à côté d'eux. Cela ressemble beaucoup à une invasion qui n'attend que de se produire. Du point de vue de l'Ukraine, tout accord de retrait de Donetsk et de Louhansk devrait être accompagné d'un accord de sécurité inébranlable. Tout autre choix serait insensé, surtout vu l'importance stratégique de la bande de terre à Donetsk que les forces russes n'ont pas réussi à conquérir. C'est une zone si fortement fortifiée qu'elle a résisté aux efforts concertés de l'armée russe pendant plus d'une décennie sans céder. Les deux camps sont désormais retranchés sur la ligne de front, mobilisant des milliers de soldats et d'importantes ressources. Malgré l'énorme main-d'œuvre mobilisée, la Russie n'a pas fait de progrès notables depuis les débuts de la guerre. Ses forces ne gagnent du territoire qu'à hauteur de quelques dizaines de kilomètres carrés par mois, et cela au prix de dizaines de milliers de vies russes. Pour contrer l'avancée russe, l'Ukraine a fortement investi dans une bande de terre dans l'oblast de Donetsk, connue sous le nom de ceinture de la forteresse, une série de fortifications de 50 km qui s'étend entre les villes de Sloviansk, Kramatorsk et jusqu'à Karsky et Kivka. Cette bande très militarisée de voies ferrées et de routes comprend des lignes de réservoirs, de profonds fossés anti-chars, des talus défensifs et de nombreuses mines terrestres. Elle assure la poursuite des approvisionnements vers la ligne de front. Jusqu'à présent, la Russie s'est révélée incapable de percer ses défenses, ce qui signifie que la progression de ses troupes terrestres plus loin en Ukraine et vers d'autres cibles stratégiques importantes, comme le fleuve Dnipro, a été stoppée. Les défenses de la ceinture de forteresse sont essentielles pour maintenir la position de l'Ukraine dans la région, et les perdre au profit de l'armée russe représenterait une menace sérieuse pour l'Ukraine. Vous voyez, la ceinture de forteresse est tellement efficace que, pour le meilleur ou pour le pire, très peu de lignes défensives supplémentaires ont été construites derrière elle. Kirill Martynov, rédacteur en chef du journal russe en exil Novaya Gazeta Europe, a déclaré lors d'une récente interview, je cite, « Poutine essaie de conquérir la région de Donetsk depuis 11 ans en lui remettant ces zones fortifiées qui sont restées sous contrôle ukrainien. C'est en fait une voie vers Kharkiv et Dnipro. Et dans l'ensemble, une voie vers une nouvelle guerre dans laquelle il serait encore plus facile pour Poutine de gagner. » Fin de citation. Un rapport de 2023 du Centre d'études stratégiques et internationales l'a expliqué ainsi. Les espaces plats et ouverts, au-delà de la ceinture de forteresse, favorisent l'offensive grâce à leur visibilité et l'absence d'obstacles naturels. Cela pourrait gêner les tentatives d'une force d'invasion de dépasser l'armée défensive. Les lignes de défense de la ceinture de forteresse tirent en partie des terres vallonnées, tandis que les steppes au-delà offrent peu de défense naturelle. Laisser les forces russes atteindre la frontière de Donetsk via un cessez-le-feu forcerait les Ukrainiens à ériger vite de grandes défenses sur des terrains ouverts. Même sans les obstacles géographiques, l'Ukraine ne peut pas recréer une ceinture de forteresse similaire plus à l'ouest. La ceinture résulte de 12 ans de travail et d'approvisionnement, placés stratégiquement pour exploiter la géographie locale. Si vous avez besoin d'une analogie simple, une Ukraine sans la ceinture de forteresse, c'est comme un château médiéval sans douve, sans pont-levis, ni aucune fortification.
Dans toute guerre future, l'ennemi pourrait plus ou moins simplement entrer sans difficulté. L'ancien ministre des Affaires étrangères de Lituanie, Gabrielius Landsbergis, a comparé l'abandon de la ceinture de forteresse à l'accord de Munich de 1938. Cela a forcé la Tchécoslovaquie à céder les Sudètes, une région montagneuse fortement fortifiée. Cette région aurait pu contenir une offensive allemande, mais les Sudètes ont été cédés aux nazis par la Grande-Bretagne et la France. Ils affirmaient qu'apaiser Hitler maintenant ferait qu'il n'aurait aucune raison d'attaquer la Tchécoslovaquie plus tard. Et tout s'est parfaitement déroulé. Non, ce n'est pas le cas. Si vous ignorez l'histoire du XXe siècle, sachez que cela ne s'est pas produit. D'après Landsbergis, l'Amérique répète volontairement les erreurs du passé. Citation. Que se passerait-il si, lors du cessez-le-feu, Poutine prend le Donbass et réclame Kharkiv? La position occidentale changerait-elle? Où est-ce la limite? Ou dirions-nous pas un pas de plus à Landsbergis? Céder autant dans l'espoir de la paix semble presque certain de préparer le terrain pour une invasion bien pire dans un avenir proche. Les responsables ukrainiens du gouvernement et de l'armée pensent donc qu'ils finiront par mener 3 guerres contre la Russie. La première a eu lieu en 2014. Le moment actuel est la deuxième guerre, et la troisième viendra après le cessez-le-feu éventuel. Une fois. Poutine aura eu le temps de reconstruire son armée détruite, et l'Ukraine veut commencer la prochaine guerre avec le plus d'avantages possible. Actuellement, que l'Ukraine retire ou non ses troupes, certains pays européens ont promis de stationner des soldats en Ukraine après un accord de cessez-le-feu. La Coalition des volontaires, un groupe de plus de 30 pays d'Europe et du monde entier, a publié en janvier des plans pour soutenir l'indépendance de l'Ukraine après un cessez-le-feu. Voici les grandes lignes de la participation à un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu proposé sous la direction des États-Unis. Soutien durable à l'armée ukrainienne avec aide financière et armes, plus déploiement d'un corps multinational pour reconstruction, formation et surveillance des frontières. Et surtout, je cite à nouveau, des engagements contraignants pour soutenir l'Ukraine en cas d'une future attaque armée de la Russie afin de rétablir la paix. Cette dernière partie a été particulièrement bien accueillie par Volodymyr Zelensky, qui a déclaré qu'il est prêt et disposé à signer un accord de sécurité dans ce sens. Le Kremlin affirme que cela est inacceptable, estimant que cela inciterait l'Ukraine à mener une attaque sous faux drapeau pour permettre à l'OTAN d'envahir la Russie. Ce type de rhétorique rend de nombreux Ukrainiens sceptiques quant au respect par la Russie d'un cessez-le-feu, selon Alexandre Kara, directeur du Centre pour les stratégies de défense à Kiev. La proposition n'est qu'une assurance, non une garantie, et vise surtout, je cite, à enrober de sucre la pilule amère des concessions territoriales. Après le silence public et l'opposition privée de l'administration Biden à leur tentative ambitieuse de rejoindre l'OTAN. Au début de la guerre, l'Ukraine a dû chercher d'autres moyens de protéger ses frontières. Et cela s'est passé sous Biden qui, si vous vous souvenez, montrait encore de l'intérêt à imposer des sanctions à la Russie et à accorder une aide militaire à l'Ukraine. Sous Donald Trump, les États-Unis ont diminué leur aide, notamment en limitant le partage de renseignements et l'achat d'armes américaines par l'Europe pour Kiev. Les changements fréquents d'attitude de Trump ont suscité des inquiétudes, aussi bien à Kiev qu'à Bruxelles, inquiétant les responsables européens quant à la fiabilité des États-Unis en tant que partenaire constant dans les questions de défense du continent. Même en dehors de l'Ukraine, le fait que la Russie ait violé tous les traités qu'elle a signés avec l'Ukraine, y compris ceux comportant certaines garanties de sécurité, demeure préoccupant. Il n'y a aucune illusion chez les Ukrainiens, une paix favorable à la Russie ne durerait pas. La guerre reprendrait dès que le Kremlin jugerait les conditions favorables en Ukraine. Tout se résume à un choix. Continuer cette guerre ou laisser la Russie choisir le moment et l'endroit qui lui conviennent le mieux pour recommencer. Soyons honnêtes, Vladimir Poutine ne semble pas prêt à abandonner ses plans de conquête de l'Ukraine, dans un discours de février 2022, peu avant l'invasion à grande échelle. Vladimir Poutine a déclaré que l'Ukraine faisait pleinement partie de l'histoire, de la culture et de l'espace spirituel russe, remettant souvent en cause son droit à exister séparément. Au fil des années, il a insisté sur le fait que leur héritage commun et leur langue commune rendaient inutile et illogique une existence séparée. Que les Ukrainiens sont opprimés, trompés et même victimes de génocide par leur gouvernement, et que l'Ukraine est globalement un État en échec. Alors qu'on pourrait s'attendre à 4 ans de guerre, les forces de Moscou ont libéré des villes russophones, comme Mariupol, en les détruisant par des bombardements et en tuant des dizaines de milliers de civils. Cela aurait pu pousser Poutine à tomber le masque, mais tous les signes montrent qu'il a redoublé d'efforts, en juin 2025 par exemple.
Poutine a été accueilli par des applaudissements enthousiastes lorsqu'il a déclaré, dans un discours principal, je cite, « J'ai dit à de nombreuses reprises que je considère les peuples russes et ukrainiens comme une seule nation. Dans ce sens, toute l'Ukraine est à nous maintenant. » 20 ans à pontifier sur ce sujet ou d'autres montrent que l'Ukraine est une obsession. Du point de vue de l'Ukraine, bien sûr, il ne va jamais lâcher prise. Tout ce discours sur la fraternité et l'histoire commune n'est qu'un voile pour une guerre impériale de conquête. La loi ukrainienne interdit de céder un territoire qui n'est pas occupé par la force militaire. Accepter ces demandes de cessez-le-feu invaliderait la souveraineté de l'Ukraine, nuirait à l'effort de guerre et renforcerait les revendications illégales de Vladimir Poutine sur le territoire ukrainien, exposant aussi les citoyens ukrainiens au pouvoir du gouvernement russe. Entre 2,5 millions et 3 millions d'Ukrainiens vivent encore dans le Donbass, tentant de poursuivre leur vie malgré le bruit des drones et des tirs lointains. Les organisations internationales de défense des droits humains ont relevé de nombreuses violations par les forces russes en Ukraine, dont torture, arrestations arbitraires, déportations et violences sexuelles. Vous vous souvenez sans doute du massacre de Boutcha, qui a fait la une en 2022 après la reprise de la ville, suite à près d'un mois d'occupation. Mais ce n'est pas la seule ville où des civils ont été massacrés en masse par les forces russes. L'Ukraine abandonnerait ses citoyens à leur sort si elle renonçait à reprendre la région et céder le reste du Donetsk au contrôle russe. En fin de compte, c'est pour toutes ces raisons que l'Ukraine a été si résistante face aux appels à la reddition de ce territoire. Pour eux, cela ne ferait que garantir un autre Boukhara. Dans une interview récente avec France 2, lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de la demande de la Russie pour que l'Ukraine se retire, Volodymyr Zelensky a déclaré, je cite, « Qu'en protielar, la Russie veut que nous quittions tout le Donbass. » Pourquoi ? Parce que pour conquérir l'est de l'Ukraine, cela leur coûtera encore 800 000 cadavres des cadavres de leurs soldats. Cela leur prendra au moins 2 ans, avec des progrès très lents. À mon avis, ils ne tiendront pas aussi longtemps. Fin de citation. Peu importe le nombre de vies que cette guerre coûtera encore, le message de Zelensky reste difficile à contester. La terre ukrainienne a coûté très cher à la Russie. À moins d'un accord, cela durera jusqu'à ce qu'un camp ne puisse plus se battre. Reconnaître la souveraineté de l'Ukraine et se retirer n'est pas envisageable pour Poutine, peu enclin à admettre ses torts. En ce qui concerne le Kremlin, ils ont déjà déclaré être propriétaires de la région. L'accord de cessez-le-feu proposé accorderait à Poutine une avancée majeure que ses armées n'ont pas réussi à accomplir jusqu'à présent, tout en demandant à l'Ukraine de faire confiance à un système de garantie qu'il a déjà trahi à plusieurs reprises. En conséquence, nous ne devrions probablement pas être surpris si Kiev rejette cela, même sous une immense pression des États-Unis. Perdre le soutien de Washington placerait l'Ukraine dans une position difficile. Abandonner le Donbass et la table des négociations la condamnerait au désastre. Merci de votre attention.